J'étais allé avec le Stade Rennais au Maracana, qui est le stade de l'Étoile Rouge de Belgrade, qui est baptisé comme ça. Et c'est la première fois que j'ai eu peur sur un terrain. Tu vois, je suis sorti de l'école de kiné en 2003. De 2003 à 2007, j'étais dans un cabinet à BD, où mon titulaire s'appelait Michael Jiquel, qui avait une patientèle qui était un peu plus âgée, qui avait une moyenne d'âge supérieure à 60 ans. Et puis, alors là, tu vois, j'avais pas de prénom non plus, je m'appelais Le Jeune. Et le Jeune, on devait me voir quand Michael n'était pas là. Et puis, donc, j'ai fait cette formation en parallèle de la formation en kiné du sport. Et puis, t'étais pas spécialisé encore non, à ce moment-là non, parce que j'avais décidé, si tu veux, pendant 2-3 ans de me faire la main. Et puis, il faut pas oublier que les écoles de kiné, ça coûte cher. Oui. Donc, il fallait payer aussi un petit peu. Et puis... ça coûte combien? Alors là, si tu veux, à l'époque, on était sur une base de... Alors, si on devait convertir en euros, c'était 6 000 euros l'année. D'accord. 6 000 euros l'année, sans compter ton année de prépa avant. Et là, maintenant, on est sur une base de 7 000 à peu près. 7 000, mais 4 ans. D'accord, ah oui. Donc, tu comptes 30 000, hein, pratiquement. Et si tu veux, quand je suis sorti d'école de kiné... c'est pas des études qui sont accessibles à tout le monde? Non, alors, elles sont pas... Alors, c'est pareil. C'est qu'elles sont pas accessibles à tous. Il y a deux écoles là-dessus. Il y a le fait, déjà, au niveau scolaire, effectivement... Tout le monde ne peut pas rentrer parce qu'il y a une sélection, tu sais ce que c'est pour rentrer dans les différents cursus. Et après, la notion financière, moi l'été, j'allais faire des déménagements, j'allais faire des nettoyages, je bossais dans des usines qui faisaient des boîtes de conserve, et ce que je gagnais l'été, ça me payait mon argent de poche, parce que je suis une famille de 4 gamins, et même si papa et maman gagnaient leur vie, j'étais boursier. Et tu vois, je pense que c'est ouvert à partir du moment où tu te donnes les moyens. Aussi, tu fais des prêts étudiants, on a tous fait des prêts étudiants, et tu sais qu'à un moment, quand tu sortiras de l'école, il faudra les rembourser. Et les derniers sous que j'avais, je les ai mis dans ma bagnole, ma 106, pour aller bosser. Et ça, et tu vois, et depuis le 7 juillet 2003, j'ai plus demandé de sous à mes parents. Non, mais ça, c'est important. C'est important, là, on voit que tu as quand même une date que tu as mémorisée, parce qu'il y avait vraiment aussi cette volonté de sortir du cocon familial. Alors, on en a un peu parlé au départ sur le fait de ne plus être le fils d'eux, enfin le petit-fils d'eux. Mais là, il y a aussi l'aspect financier de sortir. Et puis, si tu veux, c'était que quand tu es d'une famille avec 3 frères derrière, il faut quand même te dire que, en plus, j'avais rien foutu pendant l'année de médecine où on m'avait payé l'appartement pendant 6 mois. J'avais à me rattraper quand même. Hein. Et donc, je considère, tu vois, c'est ce que je dis aux jeunes ici, c'est que les jeunes qui peuvent nous consulter, il y a un coût. Mais si tu donnes les moyens, si tu fais ce qu'il faut, tu y arriveras. C'est pas vrai le fait. Je pense que malheureusement, l'accès aux études supérieures, il se fait plutôt avant. C'est-à-dire que tout dépend du cursus que tu vas épouser en primaire, en collège et en terminale. Et si tu as des parents derrière toi qui t'appuient, qui t'aident, moi, mon papa, il n'a pas eu le bac, il a eu le brevet. C'était quelqu'un qui s'est formé en autodidacte dans la vie. Et mon papa, il savait compter, il m'a transmis ça. Ma maman, elle était greffière, donc plutôt, tu vois, assez littéraire. Donc à partir de la seconde, j'étais tout seul à faire mes devoirs. Mais si tu te donnes les moyens, tu l'auras. Et effectivement, et à partir du moment où je suis rentré dans la vie active, tu sais ce que j'ai fait de mes premiers salaires? J'ai mis des sous de côté pour leur faire des cadeaux à Noël. Voilà, tu vois, et c'est ça. Et donc j'ai fait ça. Et après, c'est en 2006 que je suis parti en formation en kiné du sport. Mais c'était intéressant parce que quand tu bosses dans un cabinet classique, enfin qui est la plupart des cabinets d'ailleurs, tu touches des personnes âgées, tu touches des enfants, tu touches des obèses, tu touches des gens qui sont rachitiques, tu touches des corps abîmés, des corps brûlés, donc tu te fais ta main. Et ça fait qu'après, on dit souvent, c'est un peu comme en ostéo, on dit qu'on appelle ça de l'écoute, tu vois par tes mains. Et pour l'anecdote, quand j'ai fait ma première formation en kiné du sport, donc j'ai terminé major à ce moment-là, et je voulais faire une formation en manipulation, vraiment, tu vois, vraiment aller sur des gestes encore plus précis, niveau expert. Et j'ai un monsieur, Jean-Yves Vanleval, qui est actuellement l'ostéopathe de l'équipe de France de foot. Jean-Yves, je l'ai eu entre les mains. Et donc, c'était un moyen de tester. Et donc, j'ai eu mes doigts au niveau de ses cervicales et de travailler. Et puis, Jean-Yves m'a dit « T'es pas encore prêt ». Alors moi, j'étais vexé, parce que j'étais major de promotion, tu dis ça. Et là, je me suis retrouvé un peu comme Jean-Michel qui m'avait défoncé devant tout le monde en disant « Bon, t'es premier de rien, finalement ». Et puis, je suis retourné pendant 1 ou 2 ans, et ensuite, je suis revenu en formation derrière, et j'ai compris ce qu'il voulait dire. C'est que je voulais apprendre, mais j'avais pas forcément le temps de transposer. Et puis, tu apprends, tu as l'impression que ce sont des vérités, et parfois, l'échec va te faire revenir un peu en arrière et dire, est-ce que c'est la méthode qui est la bonne, ou est-ce que c'est moi qui l'ai pas bien appliquée?
Et c'est souvent pas toi qui l'as bien appliqué. Et donc voilà, et tu vois, donc ça fait que j'ai fait ces formations-là et en alternance, donc ça faisait partir. De toute façon, c'est simple, sur 4 ans, donc on va dire de 2007 jusqu'à 2000, même on a rendu jusqu'à 2012, j'allais toutes les 4 à 6 semaines en formation sur Paris. Okay. Et j'ai fait des week-ends prolongés, du jeudi au dimanche, où je me formais et je mettais en application derrière. Oui, parce que ce que j'ai pu voir sur mes recherches, le métier de kiné, il y a cette formation continue, entre guillemets, pendant toute la carrière qui doit être forcément essentielle. Je veux dire, c'est pas on a le diplôme, ça y est, c'est impossible. Non, et puis ce qui est bien aussi, c'est qu'à l'époque, il y a 20 ans, on avait une génération qui n'a peut-être pas eu accès à la formation continue ou qui n'en a pas eu besoin. Après, il y a eu l'éclosion de l'ostéopathie, qui est un très très beau métier, qui est un métier vraiment en équipe avec nous. C'est quoi la différence ? Donc, alors, c'est pas véritablement une différence, c'est plutôt une complémentarité. Souvent, on va dire que les ostéos ont une vision un peu plus globale de la chose. C'est-à-dire que tu vas te présenter avec un problème cervical, voilà, je te fais une synthèse, et ça peut parfois venir juste d'un appui avec un gros orteil qui va pas bien. Donc ça, c'est plutôt une vue globale de l'organisme. Et donc, ils sont aussi basés sur un principe qui s'appelle l'homéostasie. L'homéostasie, c'est l'équilibre, c'est le côté régénération du corps. Et que finalement, c'est toi qui vas, par des petites impulsions, va pousser le corps à se guérir ou à aller mieux. Le kiné, il y a encore une vingtaine d'années, on était plus focalisé, tu venais pour le genou, je te regardais que le genou. On était assez obtus finalement. Et maintenant, écoute, on s'ouvre et je dirais que les ostéopathes n'ont jamais autant ressemblé aux kinés, les kinés n'ont jamais autant ressemblé aux ostéos. Sur les études Alors, pas sur les études, mais sur la manière de travailler. Oui, mais je veux dire sur les études. Sur les études, si tu veux, l'ostéo est quand même peut-être plus basé même principalement sur l'anatomie, au niveau articulaire, au niveau ligamentaire, au niveau musculaire. Il y a d'autres concepts au niveau énergétique, au niveau viscéral. Ils ne font pas la rééducation comme tu peux nous voir faire ici. La rééducation fonctionnelle qui va être le travail de l'équilibre, le travail de la rééducation suite à une entorse de cheville. Mais l'un va avec l'autre. C'est-à-dire que tu places ton patient au milieu et tu tournes toi autour. Et souvent, quand tu veux créer un peu le bordel, tu mets la discordance entre les gens. Donc tu vas parler de plus ce qui ne ressemble pas que finalement ce qui ressemble. Et j'ai une anecdote là-dessus. J'ai une ostéo que j'adore qui s'appelle Solène Prioul, qui est prof à l'école d'ostéopathie de Rennes. Et pour un module sport, elle m'a demandé de venir. Et c'était pour des straps et du taping, donc des techniques de contention. Et donc je suis arrivé et je me suis présenté et j'ai dit que j'étais kiné. Je pense qu'ils auraient eu des bananes, ils me les auraient jetées ou des oranges au départ. Et à un moment j'ai dit écoutez, moi je suis pas là je m'en fous de la guéguerre kiné-ostéo, on est là pour partager. Et à la fin du cours, j'ai adoré. Ils nous ont demandé si le cours allait se reproduire. Et finalement, tu te rends compte que c'est le partage des connaissances. Et au final, quand j'ai fait ma formation en kiné du sport, on était formé par des kinés ostéos. Je dis souvent, quand tu prenais l'annuaire, le métier d'ostéopathe, il n'existait pas. Ostéo, c'était pas dans l'annuaire. Tu étais médecin ostéo ou kiné ostéo. Donc ça fait que finalement, sans le savoir, on a déjà été, façonné un peu cette manière-là. Et c'est ça qui est intéressant. Et très honnêtement, j'ai pas peur de le dire. Dans ma journée, je sais pas si je suis 60% kiné, 40% ostéo. Je reproduis ce qu'on m'a appris et je mets en place les techniques qui me paraissent les plus appropriées. D'accord. Donc ostéo, kiné, on reste. C'est des choses complémentaires. C'est des gens qui soignent. Et donc voilà, tu vois, c'était c'est ça, ce côté-là. Et après, voilà, ta formation continue, elle te rassure aussi parce que tu limites ton champ de compétences. Mais tu performes encore plus, quoi. Alors, par exemple, quand j'ai des gens qui appellent, qui me disent « Est-ce que vous pouvez faire la kiné-respi ?» Je dis « Écoute, à part faire rigoler ton bébé, je sais pas ce que je vais lui faire, quoi. Par contre, je vous oriente vers un spécialiste. » Et là, effectivement, tu recommandes un spécialiste en kiné-respi. Donc, c'est vrai que notre métier... Et tu en as qui adorent faire du généraliste. Tu vois, ma femme, par exemple, Emmanuelle, elle est spécialisée, elle fait de la kiné en réanimation. Donc la kiné de réa, c'est pas du tout la mienne. Elle parle à ses patients, mais il n'y a pas beaucoup de ceux qui répondent. Parce que quand ils répondent, c'est qu'ils vont dans un autre service derrière. Et Manu, lorsqu'elle est là-bas, elle s'assure que ça ventile bien, elle a des gestes beaucoup plus techniques que moi. Elle travaille avec des appareils, elle travaille en lien avec les infirmières, avec les médecins anesthésistes. Mais tu vois, et pourtant le tronc commun elle-même. Après, elle a fait des formations, elle a fait des colloques, elle est partie se former à Paris. Là, elle était sur la réalité virtuelle à Carpap, justement. Ça fait partie de notre profession, tu vois, c'est très large. Oui, donc en fonction des disciplines, les techniques, ce qui est logique, mais les techniques sont totalement différentes.
Et forcément, c'est un lien avec les problèmes qui vont devoir être résolus. Que tu vas rencontrer. Après, tu vas avoir ça. Tu vas avoir aussi des méthodes qui vont être aussi analysées. On va voir si elles fonctionnent ou si elles ne fonctionnent pas. Et puis, il y a aussi, il y a un public dont on va parler, c'est nos patients. Nos patients échangent. Il y a 20 ans de ça, mon patient qui avait 70 ans était considéré comme âgé. Là, maintenant, on va te dire, en compétition, c'est un Master 3. Et j'ai des gens qui ont plus de 70 ans, qui font 100 bandes de vélo tous les 2 jours, qui font de la course à pied. On en a un qui fait 100 kg développé couché. Bon, voilà, c'est ça aussi qui change. Donc, à un moment, si tes patients changent, il faut que tu t'adaptes aussi. Et puis, il y a de plus en plus du sport santé, il y a de la demande, il y a l'accès au sport, tout simplement. Donc, tu vas avoir des petits compétiteurs qui vont être en centre de formation, comme tu vas avoir des personnes âgées qui est inconcevable, qui n'arrivent plus à faire à 75 ans le grand écart. Tu vois, c'est ça. Donc ça aussi, tu t'adaptes. À 70 ans, tu peux être en maison de retraite. Donc là, on est plutôt sur une classe de retraités, mais qui se bouge, quoi. Et à partir de quand on est un bon kiné? Alors, je sais pas si tu peux dire bon kiné, mais au moins, à partir du moment où si tu es satisfait de ce que tu fais, c'est que, soyons clairs, la première fois qu'on t'appelle et qu'on te demande je veux être avec lui, okay. J'ai entendu parler. Ouais. C'est ça. Ça, c'est le premier tool. Et enfin, c'est la première reconnaissance externe. Mais la première véritablement reconnaissance dans ton milieu de tous les jours, c'est quand les gens te disent merci. Et qu'ils partent. Parce que ça veut dire que ça va mieux. Mais sur une blessure, par exemple, ou quand on a un problème, enfin, quand il y a un patient qui vient chez vous et qui a besoin de résoudre telle ou telle douleur, il y a un travail qui est uniquement mécanique ou il y a aussi un travail qui est psychologique? Il y a les deux. Il y a les deux, puisque... d'une part, il faut que tu imagines quand tu arrives. Encore nous, on bosse à la cool. On n'est pas dans un milieu aseptisé comme par exemple, je te parlais de ma femme avec la blouse, avec le masque, avec la blouse, avec la surblouse, avec ce que tu veux. Donc il y a côté angoissant parce que tout le monde sait ce que c'est un kiné, mais tout le monde n'y est pas allé. Donc à un moment, tu te dis déjà il y a le côté rassurant. De dire aussi de montrer que tu maîtrises la pathologie, donc à partir du moment où tu la maîtrises, tu rassures aussi la personne qui arrive avec son problème. Tu vas être aussi bienveillant parce que, moi c'est ce que je disais, si tu arrives à t'accueillir les gens ici à Coule-Lance-Pierre, comment veux-tu qu'ils se sentent bien, quoi. Donc tu vas avoir ça. Et puis, je dirais qu'il y a une forme d'angoisse parce que les gens, les patients arrivent avec un déficit, avec une blessure. Je suis pas devin à me dire, ils vont repartir en courant. Je vais tout faire pour. Mais je peux pas prétendre dire à quelqu'un je vais te réparer, je vais faire ce qu'il faut. Et comment on gère ça justement, le fait de se dire que peut-être on va pas y arriver? On a parlé tout à l'heure un petit peu d'échecs, il y a des choses, même dans ton parcours, les échecs c'est des choses qui t'ont fait évoluer. C'est que tu gardes ton humilité, c'est que justement d'une part tu n'oublies pas d'où tu viens, que j'aurais plus de facilité à retenir les gens que j'ai pas réussi à soigner, que les gens que j'ai réussi à soigner. Et c'est des gens mais qui te remercient quand même parce que tu as donné le maximum. Voilà, et tu sais, c'est comme avec mes stagiaires, ou c'est comme dans la vie en général, c'est qu'il y a un truc que je tolère pas. C'est que on baisse les bras alors qu'on ne sait pas donner l'intégralité de ses moyens. C'est-à-dire que tu as des capacités. Je préfère avoir un stagiaire qui n'a pas de grande capacité, mais qui arrive à 100% de celle-ci, que finalement un gamin qui a vraiment quelque chose, mais qui n'exploite pas à fond. Parce que s'il n'exploite pas à fond, il ne pourra pas le donner à fond. Et voilà, et tu vois, c'est comme si mon gamin avait, imaginons, 12 en maths, ou 8 en maths, mais je préfère qu'il ait 8 parce qu'il arrive au bout de ses capacités que 12 alors qu'il pourrait avoir 15. Okay. Et voilà, tu vois, c'est cette notion-là. Donc l'échec, c'est que, quand on parle d'échec, on parle d'une personne qui n'est pas forcément allée au bout de ses capacités, mais une personne qui est allée au bout de ses capacités et le résultat n'est pas forcément attendu, c'est pas un échec. C'est pas que c'est pas un échec, c'est que toi, dans ton évaluation, tu estimes au bout d'un certain temps qu'est-ce qui va rester. Et là, on va basculer du stade de blessure à séquelles. Tout à l'heure, j'avais un footballeur qui s'est fait un tibia péroné. Il voit son chirurgien jeudi. Je lui ai dit, tu poses déjà la question au chirurgien parce que là, tu vas le revoir dans 3 mois. Est-ce qu'on est dans les clous? Je sais qu'on est dans les clous, mais est-ce qu'on est dans les clous par rapport à sa récupération? Mais c'est bien aussi parce que moi, je le vois tous les jours. C'est bien aussi qu'une personne extérieure lui dise, putain, c'est bien, tu marches mieux. Là, on est sur la bonne voie. Par contre, quand tu as quelqu'un, par exemple, qui a un grave accident de moto, une chute de cheval ou quoi que ce soit, on considère que la partie séquellaire, elle est à 9 mois. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, qui doit remarcher, si à 9 mois elle remarchera, si elle ne marche pas, elle ne remarchera pas. Pas, en tout cas, par une correction, une cicatrisation humaine.
C'est-à-dire que si on peut imaginer la mise en place de nanotechnologie ou de tout ce que tu veux pour la remise en route d'une moelle épinière, oui. Mais en tout cas, la séquelle, on va dire, corporelle, à 9 mois, elle est figée. Ça devient chronique. Et c'est là-dessus. Après, c'est à toi de voir. C'est comme quand tu as une main et s'il manque un doigt, le doigt ne va pas repousser. C'est à toi de te dire qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec les 4 qui restent. Il vaut mieux le kiné, il verra toujours le verre à demi-plein et jamais celui à demi-vide. Il va avoir toujours les capacités derrière. Aujourd'hui, on développe justement de plus en plus de techniques médicales, d'accompagnement, de la préparation physique autour des sportifs, mais on n'a jamais vu autant de blessures dans le monde du sport. Ouais. Alors comment on peut expliquer ça? Pourtant, on n'a jamais été aussi bon. Après, c'est vraiment vu... parce que là, tu parles du sport de haut niveau, mais on le constate aussi sur le sportif, on va dire, amateur. Il y a toujours cette notion du sport. C'est-à-dire, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir l'indice du nombre d'heures pratiquées par génération. Tu vois, moi, tu me prends quand j'étais au collège, donc de 90 à 95, on avait 2 heures de PS. Tu avais 2 heures de sport en dehors la semaine et 1 heure ou 1 heure et demie si tu faisais un match. Donc au bas mot, ça tablait sur 6 heures de sport. Actuellement, les gamins qui sont au collège, ils ont pratiquement ils ont 2 fois plus d'heures de sport. Et ça s'applique aussi chez les adultes. Alors chez les adultes, c'est amateur, on a quand même aussi une notion, c'est qu'il y en a certains qui s'entraînent comme des sportifs de haut niveau, mais qui travaillent à côté. Et après, le sportif de haut niveau, c'est que là, je vais te parler plutôt des sujets que je maîtrise, c'est qu'on voit bien que les gabarits ont changé. On est toujours en train de parler du rugbyman, le grassouillet, qui tenait le bar. Il n'existe plus parce que maintenant, les piliers sont des gabarits hors normes et avec des indices de masse grasse qui sont très très faibles. Et on peut faire pareil avec les footballeurs. Le footballeur, on l'opposait toujours au rugbyman. Je suis désolé, un footballeur, c'est comme une belle bestiole. Un handballeur. Et puis également, tu vois, au niveau du sport féminin, les filles au niveau du rugby, du foot ou quoi que ce soit, ce sont des véritables athlètes. Par contre, dit athlète, dit aussi des traumatismes ou des énergies beaucoup plus importantes. C'est-à-dire que quand ça cogne, ça cogne. Je te dis pas que le pote qui faisait 60 kilos à l'époque que tu prenais sur la tronche, que tu plaquais, te faisait pas mal. Mais si le même pote, maintenant, il en fait 80, là, il va commencer à te bouger. Et c'est exactement ça. Et je pense que sur les sports à haut niveau, on a vraiment démultiplié les performances. Le calendrier est quelque chose d'hyper conséquent en l'occurrence. Et en plus, plus tu montes à haut niveau, plus les gars ou les filles ont des possibilités d'être sélectionnés en équipe de France ou en sélection même régionale ou ce que tu veux. Donc ça double les matchs. Oui, parce que sur le calendrier, par exemple, comme des projets comme la Super League, qui visent à doubler, voire même tripler certaines rencontres, physiquement, il y a forcément une limite à un moment. Ça ne peut pas tenir. Tu as une notion de stress mental aussi. Tu vois, il y a des pathologies qui seraient intéressantes à voir. Ça serait les cas de fractures de fatigue. Les fractures de fatigue, les lésions musculaires. Tu vas avoir aussi... après, il faut se mettre dans l'autre sens. C'est que nous sommes, toi et moi, amateurs de sport. On va se foutre devant la télé, on ne va pas comprendre pourquoi le dimanche, il n'y a pas d'autre sport à 14h. Donc c'est-à-dire qu'à un moment, les diffuseurs ils vont dire ok, donc on va demander aux joueurs de jouer. Il y a un truc, une aberration, c'est le Boxing Day, d'aller faire jouer les joueurs à Noël. Les mecs, ils sont en train de se dire tiens, j'ai envie d'être avec ma famille que j'ai pas vu depuis des plombes, et finalement ils sont en train de se geler les miches sur un terrain généralement qui est hyper froid ou quoi que ce soit. Et cette coupure, tu vois, elle n'est pas respectée. Et c'est que finalement, on va dire ouais, mais il y a des abonnés qui payent des millions, donc il faut que vous jouiez. Mais pourtant, on aime bien dire que le footballeur, c'est un peu une chochotte, comme Neymar, qui saute beaucoup, qui en rajoute des caisses. Mais alors, tu vois, c'est qu'il y a ce côté-là, de façon, dans le sport, il faut toujours un bon et un méchant. C'est que quand tu prends, par exemple, au tennis, le bon, c'est Federer, le méchant, c'est Nadal, et puis tu as le très méchant, c'est Djokovic. Donc, si tu veux, je dirais pas que... Là, je te donne l'exemple de Neymar, c'est pas que Neymar, c'est une chochotte, c'est que Neymar, il prend des brins, et que finalement tu serais sur le terrain, tu prendrais les brins qu'il prend, je pense qu'au bout d'un certain temps, tu restes un peu plus facile au sol. Alors tu vas avoir cette situation-là où de prendre des millions d'euros ou quoi que ce soit. Bon, d'une part, comme je dis souvent, tu serais à leur place, que tu ferais exactement pareil. Quand j'ai des garçons, je leur dis, t'es joueur de foot professionnel, qu'est-ce que tu fais avec ton premier salaire ? Je m'achète une bagnole. Ben voilà, tout le monde le dit. Donc après, voilà, mais le côté footballeur ou quoi que ce soit, au niveau, non, c'est pas vrai, il y a plus de chochotte ou quoi que ce soit, c'est simplement un style de jeu, il y a aussi ça. Mais à l'heure actuelle, elle rentre sur un terrain, t'as 80 000 mecs qui te huent, parce que t'es pas dans ton stade. En tant que Parisien, j'aimerais bien aller jouer au Vélodrome, tu vois. Et tu vois, j'avais fait une pige, j'étais allé avec le Stade Rennais au Maracana, qui est le stade de l'Étoile Rouge de Belgrade, qui est baptisé comme ça.
Et c'est la première fois que j'ai eu peur sur un terrain. Parce qu'il y avait le supporter de Toulouse, Bristaton, qui venait d'être tué par des supporters justement de l'Étoile Rouge de Belgrade. Et donc on était arrivé avec le Stade Rennais. Ils nous avaient mis dans un bus avec des grillages partout. Ils nous avaient interdit de sortir du bus. On avait une porte dérobée à l'aéroport. Et quand on est rentré dans le stade, on avait les vieux vestiaires. L'Étoile Rouge s'est chauffée dans un stade à part. Et ils te faisaient passer devant une fresque quand ils avaient gagné la Coupe d'Europe contre l'OM. Et quand tu rentres dans le couloir, tu traverses le COP. Mais quand tu dis traverses le COP, tu as des CRS version serbe, et les mecs, ils tapent sur les portes. Et tu vois les portes qui font comme ça. Et les policiers là-bas sont armés jusqu'aux dents. Et ensuite, tu sors. Et là, tu prends des pieds de chaise, tu as les lasers dans la gueule. Comme disaient les journalistes qui suivaient, c'est la première fois qu'ils rentraient dans une salle de presse avec des détecteurs de métaux. Et moi, je me souviens que j'étais sur le banc. Il y a Ismaël Bongora qui marque, et qui va chambrer le COP, et qui fait comme ça. Et là, tu dis, franchement, c'est la première fois que je me suis posé la question, je me dis, est-ce qu'il faut qu'on gagne ? Parce que tu vas sortir de là. Et le Stade Rennais gagne 2-1. Et finalement, Bongora reçoit l'ovation du public. Et d'ailleurs, quand on a repris l'avion, il y avait des supporters, non pas de l'Étoile Rouge, mais des partisans de Belgrade qui ont fait des photos, puisque c'est le club opposé. Et là, effectivement, tu te dis, quand tu es dans une emprise comme ça, c'est un enfer. C'est-à-dire que tu es dans une arène, tu es le taureau que tout le monde veut abattre. Donc quand tu parles de joueurs comme Neymar, mais comme n'importe quel joueur qui va rentrer dans un terrain où c'est hostile, il faut y aller. Hein. Et comme à l'inverse, quand on parle de rugby ou d'autres sports, quand tu es chez toi, les coups ils font moins mal quand tu as 80 000 personnes qui t'applaudissent quand tu te relèves. Tu vois, c'est une endorphine, ça c'est sûr.